Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire consacré au paquet pouvoir d'achat, donc la loi pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative pour 2022, toutes deux datées du 16 août dernier. Donc à mes côtés se trouve Géraldine Hanstedt, rédactrice en droit social pour le dictionnaire actuel RH, et je suis Fanny Domaïrou, j'écris pour les publications Francis Lefebvre, notamment Le Navis, Les Mémentos et le Feuillet rapide social. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes pour vous présenter ces deux lois. On ne va pas les décrypter entièrement, évidemment. On va prendre seulement les mesures qui intéressent les entreprises et les salariés. Alors, comme vous le verrez, ces mesures ne sont pas nouvelles. C'est plutôt la reprise ou l'aménagement de dispositifs ou de mécanismes déjà connus. Et surtout, ces mesures ne sont pas obligatoires. Elles restent facultatives, donc les entreprises gardent la main. Notre présentation est découpée en 4 parties. C'est Géraldine qui commencera par vous présenter la prime de partage de la valeur. Ensuite, j'exposerai les mesures sur l'épargne salariale, notamment le déblocage exceptionnel jusqu'à la fin de l'année, de l'intéressement et de la participation. Ensuite, Géraldine vous parlera de la défiscalisation des heures supplémentaires et des mesures sur les frais professionnels. Et je terminerai par la monétisation des jours de RTT. Pendant la présentation, vous pouvez poser des questions dans le chat. À la fin de toute la présentation, selon le temps qui nous restera, on prendra quelques questions, mais le temps risque d'être assez limité. Donc, on s'engage à y répondre dans un question-réponse, une FAQ, qui sera diffusée dans nos supports et qui vous sera envoyée à tous vous les participants au webinaire. Pas dans l'immédiat, évidemment. Il faut nous laisser le délai de réflexion. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Géraldine sur la prime de partage de la valeur. Bonjour à tous. Donc, on va démarrer fort avec la mesure phare de la loi pouvoir d'achat, qui est la prime de partage de la valeur. Donc, moi, je l'appelle PPV pour faire plus court. Le dispositif n'est pas nouveau, c'est un ersatz de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, un PEPA, qui a été institué en 2019 et reconduit en 2020 et 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quand même que c'est un dispositif facultatif, donc l'employeur n'est pas contraint de la mettre en œuvre, et s'il la met en œuvre une année, il n'est pas contraint, s'il ne l'a pas négocié, de la verser les années suivantes. Donc on va commencer par les employeurs et les bénéficiaires. Donc je vais passer les employeurs concernés, c'est exactement les mêmes que pour la PEPA. Les bénéficiaires, ce sont exactement les mêmes que pour la PEPA aussi. Donc un petit focus sur les salariés. Donc les bénéficiaires de la PEPA sont les salariés qui sont présents à la date figurant dans le document qui institue la prime. Ils peuvent y prétendre qu'ils soient en CDD ou en CDI, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, et que ce soit des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage. Et même le mandataire social, quand il cumule son mandat avec un contrat de travail, y a droit au titre de son contrat de travail. Deuxième petit focus sur les intérimaires. Donc, c'est le même principe aussi que la PEPA, c'est-à-dire que dès lors que l'entreprise utilisatrice verse la PPV à ses permanents, les intérimaires y ont droit. Donc, pour ce faire, l'entreprise utilisatrice devra fournir sans délai à l'entreprise de travail temporaire le document qui institue la prime, donc soit l'accord, soit la DUE, la liste des intérimaires concernés, le montant dont ils bénéficient et la date de versement de la prime au permanent. Et fort de ces informations, le TT va, elle, informer sans délai son CSE et puis elle va se charger du versement de la prime dans les conditions et selon les modalités qui ont été transmises dans le document. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si elle bénéficiera, comme pour la PEPA, d'une tolérance et d'un petit décalage de paiement. A priori, ça devrait être le cas, mais il faut attendre la confirmation de l'administration. Donc on attend une circulaire interministérielle qui devrait arriver prochainement et qui sera intégrée dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, que moi j'appelle le BOSS. Voilà pour les intérimaires. Pour prétendre à la prime, les bénéficiaires doivent en principe être présents à la date de versement de la prime. Ça, c'est le principe. Vous pouvez très bien choisir une autre date. Vous pouvez choisir comme date la date de dépôt de l'accord ou la date de signature de la DUE. Et ça, si vous choisissez cette date-là, il faut impérativement la faire figurer dans l'accord ou dans la DUE.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas verser la prime à tout votre personnel. Vous pouvez très bien exclure une partie des salariés dont la rémunération est supérieure à un certain montant, et que vous allez également faire figurer dans l'accord ou dans la DUE. Et vous ne pouvez pas, en revanche, réserver cette prime aux salariés qui qui perçoivent une rémunération supérieure à ce montant. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez très bien dire la prime ne sera pas versée aux salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 3 000 €, mais vous ne pouvez pas dire je réserve uniquement la prime à ces salariés-là. Ça, c'est interdit. Dernière chose, dernier rappel, la prime ne se substitue à aucun élément de salaire, donc elle ne se substitue ni à une prime, ni à vos primes que vous versez habituellement, prime de 13e mois, prime de congé, etc. Elle ne se substitue pas non plus, ou elle ne vient pas en diminution d'un élément de rémunération variable, et elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de salaire. Voilà pour les bénéficiaires. On va passer aux modalités rapidement, aux modalités de mise en place, parce que les modalités de mise en place sont les mêmes que pour la PEPA. Donc, soit vous choisissez de la mettre en place unilatéralement, donc vous constatez cette décision par écrit, vous consultez préalablement le CSE et vous communiquez l'existence de cette DUE aux salariés par tout moyen conférant date certaine. A priori, cette DUE ne devrait pas être à déposer auprès de l'administration. Mais là, on attend ici une confirmation de l'administration sociale et du BOSS. Deuxième possibilité, vous passez par accord. Négocier sont les mêmes modalités qu'un accord d'intéressement. Donc, grosso modo, vous aurez le choix entre un accord collectif négocié classiquement avec un délégué syndical, un accord conclu avec un CSE ou une ratification d'un projet d'accord par le personnel. Et là, cet accord devra être déposé sur la plateforme TVA Accord, donc auprès de l'administration. J'insiste sur le fait que le choix est libre. Ceux qui sont pourvus de délégués syndicaux ou de CSE n'ont pas à ouvrir des négociations et constater un échec des négociations pour passer à la DUE. Le choix est libre. Donc, choisissez la modalité qui vous convient le mieux. Passons au montant. Alors, le montant de la prime est librement déterminé par les parties. Alors, je sais qu'en pratique, c'est le plafond d'exonération que vous allez voir, mais les plafonds sont très hauts, donc vous êtes assez libre. Vous pouvez très bien verser une prime de manière d'un montant assez inférieur au plafond d'exonération, mais vous pouvez aussi verser une prime d'un montant supérieur à ce plafond. Ce qui va changer, c'est que la fraction excédentaire sera soumise à charge et imposable. Vous pouvez moduler le montant selon les bénéficiaires en utilisant des critères qui ont été limitativement prévus par la loi. Il y en a 5 aujourd'hui. Donc, vous avez la rémunération, premier critère, le niveau de classification, deuxième critère, la durée de présence effective pendant l'année écoulée, sachant que pour ça, le congé de maternité, le congé d'adoption, le congé de paternité, le congé de présence parentale, le congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et les absences du salarié qui bénéficie des dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade sont assimilés par la loi à la durée de présence effective. Quatrième critère, c'est la durée de travail prévue au contrat. Donc, vous pouvez proratiser la prime pour les temps partiels. Et le dernier critère, qui est nouveau par rapport à la PEPA, c'est l'ancienneté dans l'entreprise. Tout autre critère est proscrit. Donc, faites attention, si vous utilisez un autre critère, vous perdez les exonérations. Garantie. Deuxième chose, j'insiste bien sur le fait que ce sont des critères de modulation et pas de critères d'exclusion. Exemple, vous ne pouvez pas dire la prime est à zéro, d'un montant de 0 pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 3 mois. C'est interdit. Le seul critère d'exclusion que vous pouvez utiliser, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire j'exclus les salariés qui ont perçu une rémunération supérieure à 3 000 €. En dehors de cette rémunération, c'est bien des critères de modulation. La loi ne le dit pas expressément, mais ils devraient être combinables entre eux. On ne sait pas encore si pour certains critères, ils devront être appréciés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, mais a priori, ça devrait être le cas pour la rémunération et la durée de présence effective. Et on ne sait pas non plus pour le moment si vous allez pouvoir moduler la prime selon les établissements et si vous pouvez verser cette prime à certains établissements ou pas à d'autres. Mais ça certainement sera confirmé dans le BOSS. Sur les modalités de versement,
Date et modalité de versement doivent figurer dans l'accord ou la DE, impérativement. Vous pouvez verser la prime dès le 1er juillet 2022. Pourquoi cette date rétroactive? Parce que certains employeurs ont devancé la loi et versé la prime dès les annonces gouvernementales, donc ça permet de leur faire bénéficier des exonérations. La prime peut être versée en une fois ou en plusieurs versements au cours d'une année civile dans la limite de une fois par trimestre. Donc, versement mensuel interdit. Le versement trimestriel vous donnera, pour ceux qui ont des petits problèmes de trésorerie, vous donne un petit peu plus de souplesse. Vous devez faire figurer la prime dans le bulletin de salaire du mois de versement. Donc, si vous faites plusieurs versements, chaque mois de versement, une ligne figurera sur le bulletin de paye. Donc, vous la faites figurer sur une ligne spécifique, mais a priori, les éditeurs de logiciels de paye sont déjà au taquet. Ils ont déjà certainement prévu cette ligne spécifique. Voilà pour le versement. Je vous fais grâce des modalités déclaratives en DSN. Je vous ai mis un lien activable vers Net Entreprise et plus spécifiquement sur la fiche 2592 qui détaille bien mieux que moi les modalités déclaratives de la DSN. On va rentrer dans le vif du sujet avec le régime social et fiscal qui est à la fois meilleur et moins bon que la PEPA. Alors, il fonctionne un peu ou prou de la même manière. Vous avez des plafonds d'exonération et deux plafonds d'exonération. Donc, la prime est exonérée de cotisations sociales et temporairement de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Ça, c'est le plafond classique. Ensuite, ils ont instauré un plafond majoré que vous pouvez, de 6 000 €, que vous pouvez utiliser si vous êtes dans une des 4 situations que je vais décliner. Donc, vous êtes une association, une fondation à but non lucratif reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général et qui, à ce titre, peut obtenir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt. Dans ce cas-là, plafond majoré, vous y avez droit sans autre condition. Vous êtes un ESAT pareil. Et puis ensuite, c'est les deux situations qui intéressent certainement le plus de monde. Soit vous êtes une entreprise qui est soumise à l'obligation de mettre en œuvre la participation, donc schématiquement les plus de 50, ou les 50 et plus. Dans ce cas-là, si vous voulez bénéficier du plafond majoré, vous devez disposer d'un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou conclure un tel accord au titre du même exercice que le versement de la prime. Si vous êtes une entreprise non soumise à l'obligation de participation, donc schématiquement les moins de 50, là, pour bénéficier du plafond d'exonération, vous disposez déjà d'un accord d'intéressement ou d'un accord de participation volontaire à la date de versement de la prime, ou vous concluez un tel accord au titre du même exercice que celui du versement de la prime. Je vous rappelle que les dispositifs d'intéressement et de participation ont un caractère aléatoire, ce qui signifie que vous pouvez une année ne rien avoir à distribuer au titre de l'intéressement ou de la participation parce que votre chiffre d'affaires ne fonctionne pas, ou voilà, parce que la formule de calcul arrive à une réserve spéciale de participation de 0. Et pour autant, c'est pas parce que vous n'avez rien distribué que vous pourrez ne pas. Il est interdit de distribuer la PPV. C'est déconnecté. On vous oblige à mettre en place un accord, mais si vous avez 0 à distribuer, vous pouvez quand même verser la PPV. Autre précision importante, si vous apprêtez à conclure un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour pouvoir mettre en œuvre le plafond majoré, je vous invite quand même à neutraliser la PPV dans vos formules de calcul et dans la répartition des droits à participation et d'intéressement. Parce qu'en principe, si vous ne prévoyez pas cet élément de neutralisation dans votre accord, la PPV va être comptabilisée dans votre formule de calcul et on en tiendra compte pour la répartition des droits. Si vous avez déjà un accord de participation ou d'intéressement et qui ne contient pas cet élément de neutralisation, vous ne pourrez pas l'ajouter unilatéralement, vraisemblablement. Donc, il va falloir probablement négocier par voie et l'intégrer par voie d'avenant. On en saura un peu plus quand l'administration aura publié son instruction.
Dernier point sur le plafond d'exonération. Le plafond d'exonération pour l'exonération fiscale s'apprécie au niveau de l'entreprise et l'exonération fiscale s'apprécie évidemment par bénéficiaire. Sur les exonérations proprement dites, les primes de partage de la valeur versées aux salariés, quelle que soit leur rémunération, ouvrent droit à exonération sociale dans la limite des plafonds que je vous ai exposés. Donc ça signifie que, c'est une exonération pérenne et il n'y a pas de plafond de rémunération. Ça, c'est bien meilleur que pour la PEPA. Les cotisations exonérées visées sont celles d'origine légale et conventionnelle dues par le salarié et par l'employeur, ainsi que la participation à l'effort de construction et la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. S'agissant de la CSG, de la CRDS et de l'impôt sur le revenu, là, c'est moins bon. L'exonération est temporaire, elle ne concerne que les PPV qui sont versés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et encore pas toutes. L'exonération n'est applicable qu'à celles versées aux salariés qui ont perçu sur les 12 mois précédant le versement de la PPV une rémunération inférieure à 3 valeurs annuelles de SMIC. Voilà, donc à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la rémunération du salarié, la PPV sera intégralement soumise à CSG-CRDS et à l'impôt sur le revenu. Dernier point, dans les entreprises de 250 salariés plus, la fraction exonérée de cotisation, la fraction de la PPV exonérée de cotisation sociale mais assujettie à CSG est soumise au forfait social au taux de 20%. Je ne m'étends pas plus là-dessus. À la fin de ce thème, vous disposez d'un tableau qui vous permettra de connaître le régime social, fiscal, l'assujettissement au forfait, selon la date de versement des primes, selon les plafonds d'exonération et selon le niveau salarial de votre personnel. Dernier point, j'attire votre attention sur le régime de la prime à l'égard de la taxe sur les salaires. Alors, en principe, l'assiette de la taxe sur les salaires est assujettie est alignée sur celle de la CSG, ce qui signifie que lorsque la prime est assujettie à CSG, elle est assujettie à la taxe sur les salaires. Mais de manière très laconique, le ministère du Travail, dans une fiche pratique diffusée le 17 août sur son site internet, a indiqué que la prime était exonérée de taxes sur les salaires. Je vous invite à la prudence, parce qu'il est fort possible que le bulletin officiel de la sécurité sociale revienne sur ce point. Et j'en ai fini avec les PPV, en espérant ne pas vous avoir perdu ou noyé sous les tonnes d'informations. Et je cède la parole à Fanny pour les mesures d'épargne salariale. Merci Géraldine. Donc sur l'épargne salariale, je vais commencer par le déblocage exceptionnel de l'intéressement et de la participation. C'est une mesure issue de la loi pouvoir d'achat, article 5, si vous voulez vous y reporter. C'est pas nouveau, le mécanisme a déjà été mis en œuvre en 2008 et en 2013. Et le texte actuel est presque un copier-coller de ceux de l'époque. Ce qui vous intéresse tout d'abord, c'est que vous devez informer le personnel, l'employeur doit informer le personnel des modalités de ce déblocage le 16 octobre prochain au plus tard. Alors, de quoi s'agit-il ? Le bénéficiaire de l'intéressement ou de la participation, donc ce sont les salariés, mais aussi le cas échéant, le dirigeant et son conjoint, peut demander depuis le 18 août et jusqu'au 31 décembre prochain le déblocage de son intéressement et de sa participation. Le déblocage des sommes qui ont été bloquées avant le 1er janvier 2022, donc avant le 1er janvier dernier, dans un montant maximal de 10 000 € net de prélèvements sociaux. Ce déblocage doit avoir pour finalité l'achat d'un ou plusieurs biens ou services. Donc c'est assez large et peu restrictif. Quels droits sont concernés plus précisément ? Donc c'est, comme je l'ai déjà dit, l'intéressement et la participation qui ont été bloqués sur un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprise ou un plan d'épargne de groupe, donc PEE, PEI, PEG. Donc c'est bloqué 5 ans en principe. Ça concerne aussi éventuellement la participation bloquée selon le régime d'autorité. Donc là, c'est bloqué pour 8 ans. Et la participation dans les SCOP bloquée dans un compte courant bloqué ou en part sociale de la SCOP. Par contre, d'autres droits, intéressements et participation ne sont pas débloquables dans ce dispositif exceptionnel.
C'est tous ceux d'abord qui ont été affectés à un plan d'épargne retraite, quel qu'il soit. Les PERCO ancienne version, les PERECO, les PERO, nous on les appelle, donc les plans d'épargne retraite obligatoires. Donc tout ce qui est bloqué jusqu'à la retraite, en gros, ne peut pas être débloqué d'ici la fin de l'année. C'est aussi les droits placés dans des fonds investis en entreprises solidaires. Donc l'idée est de ne pas déstabiliser ces entreprises. Ensuite, il y a une autre catégorie de droits pour lesquels il faut un accord dans l'entreprise pour pouvoir activer ce déblocage anticipé. C'est les droits qui ont été affectés à l'achat de titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée, ceux qui ont été affectés dans des fonds communs de placement d'entreprise ou les SICAV d'actionnariat salarié, et dans les SCOP, ceux qui sont dans les comptes courants bloqués ou en part sociale. L'accord est conclu selon les modalités de la participation pour débloquer la participation ou du PE pour débloquer l'intéressement. Sauf si le PE a été mis en place par décision unilatérale. Dans ce cas, il n'y a pas besoin d'accord. Une autre décision unilatérale de l'employeur est possible pour rendre possible le déblocage. Et lorsqu'un accord est nécessaire, il peut limiter pour une catégorie de droits, il peut dire que seulement une partie des droits sont débloquables. Donc là, c'est vraiment le contrôle de l'entreprise sur ce déblocage anticipé pour ces droits-là. Au niveau du régime social et fiscal des sommes débloquées, donc la somme d'au plus 10 000 € net de prélèvements sociaux, elle est exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. La CSG, la CRDS et le cas échéant le forfait social ont déjà été précomptés au moment de l'affectation sur le plan, donc c'est déjà fait. Par contre, les produits du placement sont soumis aux prélèvements sociaux sur produits de placement. Alors, que doit faire le salarié? Il doit faire sa demande. Il n'est pas obligé de motiver par le type d'achat qu'il compte effectuer. Par contre, il devra tenir ses justificatifs à disposition de l'administration fiscale. L'entreprise, comme je l'ai déjà dit, les entreprises concernées, évidemment, celles où il y a de l'intéressement ou de la participation, ou les deux, doivent informer les salariés du dispositif au plus tard le 16 octobre prochain. Et c'est l'organisme gestionnaire ou à défaut l'employeur qui doit informer l'administration fiscale de la somme qui a été débloquée par chaque salarié. On attend un question-réponse du ministère du Travail sur le sujet. Il y en avait déjà eu en 2008 et 2013 pour donner les modalités plus précises et répondre à quelques questions qui seraient en suspens. On se demande justement si l'abondement qui est venu dans certaines entreprises compléter le versement de l'intéressement et de la participation sur le plan, est-ce que l'abondement peut être débloqué? Donc en 2008 c'était non, en 2013 c'était oui, et actuellement là pour le déblocage de 2022, on a vu sur le site service public que l'abondement ne serait pas débloquable. Et on se demande aussi, d'après le texte, si les sommes bloquées en compte courant bloqué dans les entreprises qui disposent encore de ce type d'affectation peuvent être débloquées. A priori, le texte ne le prévoit pas, mais peut-être que le question-réponse nous éclairera sur ce point. Alors, les autres mesures sur l'épargne salariale, c'est avant tout des mesures sur l'intéressement. Donc, depuis plusieurs années, le législateur tente de favoriser l'implantation de l'intéressement dans les petites entreprises. Donc, il y a eu la loi Pacte, puis 2 lois en 2020 pour favoriser l'intéressement. Donc, cette fois-ci, c'est donc l'article 4 de la loi pouvoir d'achat qui prévoit un nouveau train de mesures d'adaptation et de simplification. Donc, je commence par la plus simple, c'est le fait que le congé de paternité et d'accueil du jeune enfant est assimilé à du temps de présence pour le calcul de l'intéressement. On attend la même mesure, a priori, pour le calcul en fonction du salaire. Ça serait assez logique que l'article R 3314-3 soit lui aussi modifié par cohérence. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, c'est seulement le temps de présence. Ensuite, la durée maximale des accords d'intéressement est modifiée. Traditionnellement, c'était 3 ans. L'intéressement a été conclu pour 3 ans obligatoirement. Depuis 2020, la durée a été assouplie. C'était de 1 à 3 ans.
Et avec la loi pouvoir d'achat, la durée maximale passe à 5 ans. Donc, les accords maintenant peuvent être d'une durée de 1 à 5 ans. C'est aussi valable pour les régimes unilatéraux dont je vais parler plus tard. Donc, on a une palette assez large de durée de l'intéressement. Le renouvellement tacite, vous savez qu'il est possible, si l'accord le prévoit, si 3 mois avant la date d'échéance de l'accord, aucune des parties habilitées à négocier n'a demandé la renégociation, le renouvellement tacite intervient. Avec la loi pouvoir d'achat, il sera possible de prévoir un renouvellement tacite plusieurs fois de suite. Donc, selon nous, ça doit être prévu par l'accord. Ensuite, le fameux intéressement par décision unilatérale, il est élargi, puisque depuis 2020, il était possible dans les entreprises de moins de 11 salariés qui étaient dépourvues de délégués syndicales et de CSE, donc sans IRP, et une autre condition était qu'elle n'ait pas été couverte par un accord d'intéressement depuis 5 ans avant la date d'effet de la décision unilatérale. Donc l'idée, c'était un intéressement d'amorçage pour les entreprises qui ne connaissaient pas l'intéressement. Pour preuve, le renouvellement du régime unilatéral ne pouvait pas se faire par décision unilatérale. Il fallait ensuite passer par les modalités de droit commun de mise en place de l'intéressement. Là, on change un petit peu d'esprit puisque c'est élargi aux entreprises de moins de 50 salariés. Il n'y a plus cette condition de ne pas connaître l'intéressement. Par contre, elles ne doivent pas être couvertes par un accord de branche agréé. Vous savez que ces accords de branche agréés permettent aux entreprises de moins de 50 salariés d'adhérer à l'accord de branche par document unilatéral. Donc, les entreprises qui ont cet outil ne vont pas pouvoir passer par la décision unilatérale, puisque ça revient un petit peu au même. Donc, celles qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé et qui sont soit sans IRP, donc sans délégué syndical ni comité social économique. Dans ce cas, l'employeur qui recourt à la décision unilatérale doit informer le personnel par tout moyen de l'existence de ce régime. Soit l'entreprise a un CSE ou un délégué syndical, a tenté une négociation avec l'un des deux, mais la négociation n'a pas abouti. Dans ce cas, l'échec des négociations doit être acté dans un PV de désaccord et l'employeur doit consulter le CSE, s'il existe, au moins 15 jours avant le dépôt de sa décision unilatérale. Donc la décision unilatérale, j'ai déjà dit, peut aussi être prise pour une durée de 1 à 5 ans. Et comme avant, le régime unilatéral vaut accord d'intéressement, donc les règles, la plupart des règles s'appliquent au régime unilatéral. Et autre nouveauté, il peut être renouvelé par une nouvelle décision unilatérale et on n'est pas obligé, comme avant, de passer par les modalités classiques. Dans le même état d'esprit de favoriser l'intéressement dans les petites entreprises, la loi prévoit que le site monintéressement-ursaf.fr évolue pour permettre de rédiger des sortes d'accords d'intéressement ou décisions unilatérales un peu préformatées qui seraient conformes, un petit peu automatiquement conformes à la loi et la réglementation. Donc les modalités doivent encore être précisées par décret, un décret qu'on attend. Et ça concernera les textes déposés à compter du 1er janvier prochain. L'intérêt de cette procédure, c'est que les sommes versées seront sécurisées pour les exonérations sociales et fiscales dès le dépôt de l'accord et pour toute la durée d'application du régime. Donc ces textes ne passeront pas par le contrôle de droit commun, dont je vais parler tout de suite parce qu'il est également réformé par la loi. Donc, quel est le contrôle administratif de droit commun ? La loi pouvoir d'achat, donc c'est l'article 4, le fait évoluer. Cette fois-ci, ça concerne toute l'épargne salariale, pas seulement l'intéressement. Là, on est sur quelque chose qui concerne l'intéressement, la participation et les plans d'épargne. Donc, depuis une loi de décembre 2020, donc pour les accords qui étaient déposés depuis septembre 2021, il y avait déjà eu une réforme. Auparavant, l'administration du travail avait 4 mois pour contrôler l'accord. Depuis cette réforme, il y avait d'abord 1 mois à l'administration du travail, donc la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, pour contrôler les conditions de conclusion de l'accord et ses clauses de révision, de dénonciation.
Ensuite, elle passait le texte à l'URSSAF qui avait 3 mois pour contrôler le fond de l'accord. Au total, donc, 4 mois maximum. Et pour l'intéressement, il y avait 2 mois supplémentaires accordés à l'URSSAF pour effectuer le contrôle. Donc, à partir du 1er janvier prochain, les textes qui seront déposés à partir de cette date, le premier contrôle de la direction départementale du travail est tout simplement supprimé. On passera directement au contrôle de fond des URSSAF. Un décret doit préciser la durée maximale de ce contrôle, mais ce sera 3 mois maximum. On pense que ce sera 3 mois comme aujourd'hui. Donc, en fait, il y a le contrôle d'1 mois qui est supprimé. Et il y aura toujours les 2 mois supplémentaires accordés à l'URSSAF pour l'accord d'intéressement. Donc, au total, la durée est diminuée d'1 mois. Le mécanisme de sécurisation des exonérations sociales et fiscales reste le même, puisqu'il était indexé en fait sur le contrôle de l'URSSAF. Donc, en supprimant le contrôle de la direction du travail, on ne modifie pas le mécanisme de sécurisation. Donc, pour rappel, c'est un peu complexe, mais en l'absence d'observation de l'URSSAF dans les 3 mois qui lui sont impartis, s'il y a un contrôle, il ne peut pas remettre en cause les exonérations sociales et fiscales pour les exercices antérieurs ou en cours à la date du contrôle, donc seulement pour les exercices à venir. Et pour l'intéressement, il y a 2 mois supplémentaires. Si l'URSSAF ne fait pas d'observation non plus dans ces 2 mois, les exonérations seront sécurisées pour toute la durée d'application de l'accord. Donc ça change pas. Dernière information, c'est sur les accords de branche agréés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent une adhésion des entreprises à ces accords. Ça permet aux entreprises d'appliquer directement un accord qui a été négocié au niveau de la branche. Je rappelle que les entreprises de plus de 50 salariés doivent conclure un accord pour adhérer à l'accord de branche. Celles de moins de 50 peuvent passer par le document unilatéral. La durée d'instruction de l'agrément est menée par le ministère du Travail, était de 6 mois renouvelables une fois, donc 12 mois maximum. On passe à 4 mois renouvelables pour moitié, donc 4 plus 2, 6 mois maximum. Ce sera également pour les accords de branche déposés à partir du 1er janvier 2023. Voilà, j'en ai fini pour les mesures sur l'épargne salariale. Je repasse la parole à Géraldine. Donc, je vais vous parler des 2 mesures qui concernent les heures supplémentaires. Et, la première mesure concerne à la fois les heures supplémentaires et complémentaires, et c'est le relèvement du seuil d'exonération fiscale. Alors, il a été relevé de 2 500 €, donc il passe pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022, il sera fixé à 7 500 € net, donc 8 037 € bruts. Donc, une mesure simple, a priori. Nous, on se pose quand même des questions sur le sort à réserver aux heures supplémentaires qui ont effectué à cheval sur une période 2021-2022. On se pose la même question, quel est le sort réservé aux heures supplémentaires qui ont été réalisées en 2021 et qui sont payées au titre d'un rappel de salaire ou d'un autre, au titre d'une autre condition en 2022. Parce que la loi, si on suit à la loi, on nous parle des heures réalisées à compter du 1er janvier 2022, donc elles ne bénéficieraient pas du relèvement du seuil d'exonération, celles réalisées en 2021 et payées en 2022. Or, l'administration fiscale, elle, pour déterminer le montant du revenu imposable, en matière fiscale, l'impôt sur le revenu, il est calculé non pas sur ce qui est réalisé en 2021, elle parle de perception sur l'année civile. Donc, à ce titre-là, les heures réalisées en 2021 et payées en 2022 devraient bénéficier du seuil d'exonération. Donc, on a interrogé l'administration fiscale et on attend toujours la réponse. J'espère avoir été claire, parce que j'ai bafouillé, donc excusez-moi, je reviendrai peut-être si vous avez des questions là-dessus. Deuxième mesure, c'est la création d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale pour toute heure sup à destination des entreprises de 20 salariés et moins de 250 salariés. Donc, c'est une déduction forfaitaire qui existe déjà pour les entreprises de moins de 20 salariés. À compter du 1er octobre 2022, les entreprises de 20 à moins de 250 salariés bénéficieront également d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale au titre des heures supplémentaires seulement. Les heures complémentaires ne sont pas concernées.
Alors, les heures supplémentaires visées sont toutes celles réalisées à compter du 1er octobre 2022 qui ouvrent droit à la réduction de cotisation salariale pour heures sup. Donc, notamment, les heures supplémentaires qui sont réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire, les heures supplémentaires qui sont réalisées au-delà du seuil de 1600 heures si vous avez des salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année, et tous les jours travaillés au-delà du plafond de 218 jours pour les salariés en convention de forfait jour. Attention, alors, l'heure supplémentaire, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, l'heure supplémentaire doit faire l'objet d'une rémunération au moins égale à une heure non majorée. Ce qui signifie que toutes les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par du repos n'ouvrent pas droit à la déduction. En revanche, si vous payez l'heure supplémentaire comme une heure non majorée et que seule la majoration salariale est remplacée par du repos, ces heures supplémentaires ouvrent droit à déduction. J'insiste là-dessus, vous allez voir pourquoi, parce que ça pose un problème sur l'imputation. Pour prétendre à cette déduction, vous allez devoir évidemment respecter les dispositions légales et conventionnelles sur la durée de travail, vous allez devoir respecter le principe de non-substitution à un élément de rémunération classique, et vous allez devoir respecter la réglementation des aides de minimis, donc vous assurer que cette aide couplée à d'autres aides ne dépasse pas les plafonds fixés par l'Europe. Le montant de cette déduction pour heure sup, on ne le connaît pas encore, on attend le décret. Ce que l'on sait, c'est que pour les salariés en forfait jour, la déduction sera égale à 7 fois le montant fixé par heure supplémentaire. Donc au départ, lors des débats parlementaires, on a évoqué le montant pour heure sup, on a évoqué un montant, c'était 50 centimes, ce qui fait 3,50 € pour un jour, et puis plus rien. Donc on n'est pas sûr des montants, donc il faudra attendre le décret. J'attire aussi votre attention sur l'imputation de cette déduction. Elle ne fonctionne pas comme la déduction pour les moins de 20, qui, elle, est imputable sur l'ensemble des sommes patronales dues à l'URSSAF au titre de l'ensemble de la rémunération de l'heure supplémentaire. Là, l'imputation, elle est différente. Vous allez l'imputer sur la majoration pour heure supplémentaire seulement. Or, je reviens sur mon exemple d'heure supplémentaire payée comme une heure non majorée et avec une majoration salariale qui est remplacée par du repos. Elle ouvre droit à déduction, mais vous allez l'imputer sur quoi? Il n'y a pas de montant. Donc, on a interrogé l'administration et on espère que dans le décret, ils reviendront sur ce point. On a bon espoir. J'en ai fini des heures supplémentaires. On va passer aux frais professionnels. Je vais faire vraiment un focus sur les frais transport, domicile, lieu de travail. 3 types de mesures ont été prises, concernent trois dispositifs. La prime de transport, le forfait mobilité durable et la prise en charge patronale facultative des frais de transport public. Donc, on va commencer par la prime de transport. La prime de transport, c'est quoi? C'est un dispositif qui est facultatif et qui permet à l'entreprise de prendre en charge les frais de carburant ou les frais d'alimentation d'un véhicule électrique ou hybride exposés par les salariés pour leur trajet domicile-lieu de travail. On appelle ça la prime de transport. En principe, cette prime ne concerne qu'un nombre limité de salariés, à savoir les salariés qui habitent dans des communes non desservies par les transports publics ou qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un plan de mobilité obligatoire, ou encore les salariés qui sont soumis à des horaires atypiques tels que le travail de nuit ou le travail en équipe successive. Pour 2022 et 2023 uniquement, la loi autorise l'employeur à verser plus largement cette prime de transport à l'ensemble de son personnel. Alors, l'ensemble de son personnel, à l'exclusion tout de même des salariés logés sur site, logique, les salariés qui sont bénéficiaires d'un véhicule de fonction mis à leur disposition et dont vous prenez en charge les frais de carburant et les frais d'alimentation, et les salariés dont vous assurez gratuitement les trajets domicile-lieu de travail.
Cette prime, en principe, n'est pas cumulable avec la prise en charge patronale des frais de transport public. Mais pour 2022 et 2023, on lève cette interdiction. Donc, elles sont cumulables. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Il existe un plafond de cumul dans le Code général des impôts qui est de 500 € ou, si ce montant est plus favorable, le montant du coût de l'abonnement. Et on s'interroge sur l'application de ce plafond ou pas. On a interrogé l'administration et on attend des réponses. On espère pouvoir arriver bientôt. Dernière chose concernant la prime de transport, cette prime elle est exonérée de cotisations sociales et non imposable dans une certaine limite qui vient d'être relevée aussi pour les années 2022 et 2023. Donc pour ces années-là, le plafond concernant les frais d'alimentation est fixé à 700 € en France métropolitaine et à 900 € pour les territoires ultramarins. Et pour les frais de carburant, c'est 400 € en France métropolitaine et 600 € sur les territoires ultramarins. Et puis, en 2024, on repasserait au plafond de principe qui sont respectivement de 500 € et 200 €. Voilà pour la prime de transport. Sur le forfait mobilité, je vous rappelle ce que c'est. C'est également un dispositif facultatif qui permet à l'entreprise de prendre en charge les frais de déplacement domicile de travail des salariés lorsqu'ils effectuent ces trajets avec des transports dits propres, donc vélo, covoiturage, autopartage, etc. Eh bien, la loi de finances rectificative pour 2022 relève également le plafond d'exonération sociale et fiscale de ce forfait pour 2022 et pour 2023, et il passe donc à 700 € en France métropolitaine et à 900 € pour les DOM-COM. Ce forfait, lui, est cumulable avec la prise en charge patronale des frais de transport public, mais dans certaines limites. Il y a un plafond d'exonération qui était initialement fixé à 600 € et il est également relevé de manière pérenne, pas temporaire, et il passe à 800 €. En principe, il devrait s'appliquer dès l'imposition 2022 et pour les cotisations sociales dues au titre des pertes d'emploi à compter du 1er janvier 2022. Mais comme la loi ne le dit pas, on attend également des précisions administratives. Dernière mesure, dernier dispositif concerné par un assouplissement, c'est la prise en charge patronale facultative des frais de transport public. Donc là, je ne vous parle pas de votre prise en charge obligatoire à hauteur de 50%. Je parle vraiment de ce que vous prenez en surplus, éventuellement. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a aujourd'hui une tolérance administrative pour cette part facultative. Elle est exonérée de cotisations sociales sous réserve, à l'exclusion d'une partie des salariés. Les salariés qui habitent dans une région qui se situe qui ne se situe pas, qui se sont domiciliés dans une région qui n'est pas celle du lieu de travail, n'ouvriraient pas droit à cette exonération si cet éloignement est lié, est pour convenance personnelle. Vous pouvez bénéficier de cette exonération sociale seulement si vous justifiez que cet éloignement est lié à des contraintes d'emploi ou des contraintes familiales. Là, le législateur, donc ça, c'est une tolérance administrative, elle n'est pas franchement remise en cause. Ce que le législateur nous dit, c'est que la part facultative sera exonérée de cotisation à hauteur de 25% du coût de l'abonnement, sans justificatif, donc y compris pour ces salariés qui se sont éloignés de leur lieu de travail pour convenance personnelle. Et au-delà de ces 25%, on retourne sur la tolérance administrative. Concrètement, vous pouvez prendre en charge le coût de l'abonnement et les frais de transport public jusqu'à 75% sans justifier de quoi que ce soit. Voilà. J'en ai fini avec les frais de transport domicile, lieu de travail. Je vous fais l'impasse sur les frais de repas et titres restaurant. Sachez que la limite d'exonération de la participation patronale et les limites d'exonération des indemnités forfaitaires ont été revalorisées de 4% au 1er septembre 2022. Donc, on attend les arrêtés, mais les chiffres, on les a calculés, je vous les ai mis dans le slide. Et puis, dernière information, a priori, au 1er octobre prochain, le plafond d'utilisation du titre restaurant devrait être augmenté, il passerait à 25 €. Voilà, j'en ai fini avec ça. Je passe la parole à Fanny.
Merci. Donc, on est déjà un petit peu en retard. Donc, je vais vous parler de la monétisation des jours de repos de RTT. C'est l'article 5 de la loi de finances rectificative. En quoi ça consiste? Demander la monétisation de jours de RTT ou de repos ou de demi-journée. Alors, quels jours de repos sont concernés? C'est ceux qu'il a acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, la période, c'est une mesure temporaire, mais qui s'applique quand même sur 4 années. Journée de repos qu'il a acquise en application d'un accord de RTT, donc antérieur à la loi du 20 août 2008, ou en application d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, au plus égal à l'année ou sur 3 ans si un accord de branche le prévoit. Donc ce sont les accords des articles L3121-41 et suivants du Code du travail. Selon nous, le texte vise les dispositifs conventionnels, donc les journées de repos dans le cadre d'un régime établi par décision unilatérale d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne sont pas concernés. C'est les régimes visés par l'article L3121-47. Alors, le salarié peut faire la demande, mais l'employeur peut refuser. Donc, c'est vraiment soumis à l'accord de l'employeur. Mais s'il y a un accord, il n'y a pas de plafond en nombre de jours qui peuvent être monétisés. S'il y a un accord de l'employeur, comment sont payées ces journées? Elles sont rémunérées au taux de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Donc, ce taux, en l'absence d'accord collectif, est de 25%. Et s'il y a un accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord a pu descendre, entre guillemets, à 10% de majoration. Donc, au minimum, les heures supplémentaires seront majorées de 10%. Ces journées ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires, légal ou conventionnel. Quel est leur régime social et fiscal? Il est aligné sur celui des heures supplémentaires, à un détail près. Le texte de loi donc renvoie à l'application de l'article L241-17 du Code de la sécurité sociale. Donc, ces heures ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales. Et à l'article suivant, L241-18, donc, qui vise la déduction forfaitaire des cotisations patronales dans les entreprises de moins de 20 salariés seulement, qui est donc de 1,50 € par heure. Mais à la loi pouvoir d'achat et à la nouvelle déduction forfaitaire de cotisation qui s'applique dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Donc, selon nous, cette déduction-là n'est pas applicable aux journées de repos monétisées. Et dans le même sens, un communiqué de l'URSSAF en août, le 17 août, parle seulement de la déduction forfaitaire des entreprises de moins de 20 salariés. Au niveau fiscal, ces journées ou demi-journées seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du nouveau plafond de 7 550 € dont a parlé Géraldine tout à l'heure. La question s'est posée du bénéfice de ce dispositif pour les salariés en forfait jour. Donc la réponse est clairement non. Les salariés au forfait jour n'ont pas de journée de RTT ni de repos lié à une modulation. C'est vraiment un autre système. Par contre, il existe un système de monétisation de renoncement plus précisément des salariés au forfait jour et peuvent renoncer à leurs jours non travaillés. C'est l'article L3121-59 du Code du travail et donc ça se fait aussi avec l'accord de l'employeur et ça donne lieu à un avenant avec une majoration de au minimum 10%. Le dispositif actuel dont je parle aujourd'hui ne concerne pas non plus les journées sur un CET, mais il y a aussi un système de monétisation possible, L3151-2, aussi avec l'accord de l'employeur. Et je rappelle les deux autres cas dans lesquels des journées de repos non pris peuvent être payées. C'est si l'accord d'aménagement du temps de travail le prévoit, tout simplement, et si le salarié est empêché par l'employeur de prendre ces journées, s'il peut le prouver, il a droit à une indemnisation pour ces journées perdues. C'est un arrêt du 18 mars 2015. Voilà, j'en ai fini avec la monétisation des jours de RTT. On va passer à vos questions. J'en ai pas mal sur la PPE, donc je vais essayer d'être concise. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, mais on essaiera d'y répondre pendant le question-réponse ultérieurement. Alors, la circulaire interministérielle, je ne peux pas vous donner de date, on l'attend de pied ferme.
On espère qu'elle sera diffusée dans les prochains jours, mais sans certitude. On est en train d'élaborer un modèle de DUE, j'ai pas mal de questions là-dessus, et un modèle d'accord. On hésite à le diffuser. Est-ce qu'on le diffuse avant les précisions de l'administration, après en avoir? On est en train d'étudier la question, mais il y a fort à parier qu'on le diffuse sur nos différents produits un peu avant, avec des réserves. Beaucoup de questions sur les critères de modulation. On n'exclut pas les salariés avec le critère de modulation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 3 mois ont une prime à 0. Ceux qui ont acquis une ancienneté entre 3 mois et 2 ans ont une prime à 50, etc. Vous n'excluez pas, ce ne sont pas des critères d'exclusion. Le seul critère d'exclusion permis, c'est la rémunération. En disant, je sors les salariés qui ont une rémunération supérieure à 3 000 ou 4 000 euros. Vous ne pouvez pas les exclure. Après, si vous utilisez le critère de durée de présence sur l'année écoulée, évidemment, si la personne est absente sur 12 mois, elle aura 0. A priori. On attend des précisions de l'administration là-dessus. Sur la rémunération, vous m'avez aussi posé des questions. Quel type de rémunération prendre en compte? La loi ne précise rien. Donc là, je ne peux pas vous répondre. A priori, c'est assez libre. Vous pouvez peut-être neutraliser certains éléments de rémunération, mais on attend encore des précisions de l'administration. Je sais que c'est vraiment embêtant, mais voilà. Autre question sur la CSG. J'ai vu CSG quand la PPV est soumise à CSG, c'est après abattement pour frais professionnels du 1,75%. Sur la taxe sur les salaires, pourquoi c'est discutable? Parce qu'en fait, je pense que c'est un copier-coller. Le ministère a fait un copier-coller de la PEPA, sauf que la PEPA, elle n'était pas assujettie à CSG, CRDS. Du coup, là, comme il y a un assujettissement possible, en fonction de votre situation, la donne a changé, puisque l'assiette de la taxe sur les salaires, elle est alignée sur celle de la CSG. C'est pour ça que je vous invite à la prudence. Si vous posez des questions, tant que l'administration n'a pas réglé le problème, moi je vous invite à vous tourner vers vos URSSAF pour un petit peu sécuriser les choses. J'ai vu aussi que certains avaient déjà versé la PEPA ou avaient déjà déclaré en DSN, ils avaient retour. Là, je peux pas vous renseigner. Nous, on n'a pas eu vent de problème sur ces déclarations-là, mais je vais faire remonter à nos rédacteurs spécialisés en paye. Peut-être qu'ils ont des informations. Je ne peux pas répondre à toutes les questions sur la PPV. Qu'est-ce que tu en as vu d'autres sur mes thèmes? Ouais. Oui, alors il y a pas mal de questions sur j'ai pas pu tout passer en revue, mais sur le déblocage exceptionnel, on me redemande, mais je sais pas si c'est avant que je l'ai dit ou pas, sur l'abondement, mais aussi sur les versements volontaires. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc on attend le question-réponse du ministre du Travail, mais c'est vrai qu'on a vu sur le site Service Public que la réponse était non pour l'abondement, mais aussi pour les versements volontaires. Donc les versements libres du salarié, a priori, ils ne seraient pas concernés par le déblocage exceptionnel, mais il faut attendre confirmation. Une personne demande justement, l'entreprise est dotée d'un compte courant bloqué 5 ans, est-ce qu'il faut l'accord de l'employeur? Donc comme je l'ai dit, le texte ne vise pas explicitement les comptes courants bloqués pour le déblocage exceptionnel. Donc le question-réponse répondra peut-être. Faut savoir que pour les dispositifs de 2008 et 2013, l'un des deux, ça faisait partie des droits qui étaient soumis effectivement à un accord avec le personnel. Donc l'entreprise quand même gardait la main sur la possibilité ou pas de débloquer les sommes dans des comptes courants bloqués. Mais là, il faut attendre confirmation. L'information des salariés sur ce dispositif, il n'y a pas de précision dans le texte, donc je pense que l'intranet, le mail peut convenir. Est-ce que l'information doit être individuelle? Pas nécessairement, selon nous, si elle est à disposition des salariés dans l'intranet ou par affichage.
Pas de précision non plus sur l'achat de biens et de fournitures de prestations de services, ni sur la date à laquelle l'achat doit être effectué. Est-ce que c'est effectivement avant le déblocage des sommes ou après? En l'absence de précision, je pense qu'on peut être assez souple. L'essentiel est d'avoir des justificatifs qui soient en cohérence avec, au niveau des dates, avec la demande de déblocage. Mais il y aura peut-être des précisions dans le question-réponse. Le congé paternité, il est assimilé à du temps de présence depuis le 18 août. Enfin, il n'y a pas d'entrée en vigueur particulière, donc c'est le 18 août. C'est vrai que la question se pose de savoir si on calcule l'intéressement, la répartition depuis le 18 août, est-ce qu'un congé paternité qui a eu lieu en début d'année doit être assimilé? Je pense plutôt que oui, que c'est à la date de répartition, de calcul, du moment que cette date est postérieure au 18 août, on peut prendre en compte un congé paternité, même s'il a eu lieu avant cette date. Mais c'est mon interprétation, donc je n'ai pas de certitude sur ce point. Géraldine, tu as vu des questions? Ouais, moi je reviens encore sur la PPV. Il y a beaucoup de questions sur le calcul des 3 SMIC là. Ouais, c'est à la date de versement, donc il va falloir reconstituer les SMIC. Il y a de fortes chances. Et puis, sur les plafonds d'exonération, quelqu'un me posait la question, c'est sur l'année civile. Les plafonds d'exonération sont sur l'année civile. Si vous avez versé la PEPA en 2022 et que vous avez versé une PPV en 2022 aussi, vous avez un plafond d'exonération qui est max. Enfin, c'est le plafond d'exonération, c'est 6 000 €. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai bien retenu aussi les questions sur les groupements d'employeurs. Je n'ai pas d'informations là-dessus. J'espère que l'administration reviendra là-dessus. Je vais regarder ce que la PEPA, si je n'ai pas d'informations de l'administration avant la constitution du QR, je regarderai ce que la PEPA avait dit sur le groupement d'employeurs. Je vous avoue que je n'ai plus en tête. Et je vous donnerai des éléments d'information là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur les primes de transport? J'ai pas vu. Il y a une question, est-il possible, concernant le remboursement facultatif de 25% en supplément du remboursement de 50%, transport public, est-il possible de régulariser à partir du 1er janvier 2022? Je pense que c'est possible, puisque c'est applicable à 2022 et 2023. Je pense que c'est possible. Sur la monétisation des jours de RTT, on nous demande si ça s'applique dans les entreprises ayant un CET. Je vois pas d'empêchement. Par contre, ces deux dispositifs parallèles, si les jours ont déjà été déposés dans le CET, comme ça nous est demandé, a priori, pour moi, il faut que l'accord sur le CET prévoit la monétisation, mais on n'est pas dans le système dont on parle aujourd'hui. Donc, il y a deux choses parallèles et différentes. C'est la monétisation des jours dans le CET et la monétisation au titre de la loi de finances rectificative, selon moi. Tu as des questions sur les forfaits jours aussi? Les forfaits jours ne sont pas... Est-ce que cela concerne les forfaits jours? Donc, comme je l'ai dit, non. Il y a un dispositif pérenne dans le Code du travail pour les forfaits jours. Donc, il faut recourir à celui-ci. C'est L3121-59. Le salarié peut renoncer à ces jours non travaillés dans le cadre du forfait jour. Il doit y avoir un avenant qui détermine de manière annuelle le montant de la majoration, qui ne peut pas être inférieur à 10%. Donc, en fait, les forfaits jours ne sont pas concernés, mais il existe autre chose pour eux. Sur la PPV, on pose aussi des questions sur le calcul du salaire journalier de référence par Pôle emploi. Ça va être précis par l'administration. Il y a forte chance que ce soit comme pour la PEPA. Donc, comptabiliser. Qu'est-ce que je peux... on ne pourra pas pouvoir tout voir et tout répondre à toutes les questions. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de questions très précises. On va conclure en vous promettant de lire vos questions très attentivement, de les regrouper et de relever les questions pertinentes et de vous apporter des réponses autant qu'on peut. On attend quand même pas mal de précisions de l'administration qui tardent un peu.
Sur la PPV, il y a beaucoup de gens qui me demandent si il faut la verser là ou attendre les précisions de l'administration. Je sais que certains employeurs ont déjà versé la PPV, donc moi je suis juriste, donc je vous dirais attendez un peu, mais voilà. Il y a quelques éléments qui sont encore un peu flous, mais on a quand même bon espoir qu'en septembre on y voit plus clair. Voilà, on va conclure. On va vous conclure en vous remerciant d'avoir assisté aussi nombreux à ce webinaire et d'avoir fait preuve d'indulgence parce qu'avec Fanny, c'était notre premier webinaire, donc parfois on a bafouillé, peut-être qu'on n'était pas tout à fait clair. On le sera certainement plus dans les questions-réponses qui vous sera envoyée. Voilà, donc on vous souhaite un bon appétit parce que là, il est 12h30, l'heure de déjeuner, et on vous dit à bientôt peut-être pour d'autres sujets. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.